Bonjour et bienvenue pour notre spécial agriculture européenne où nous allons vous emmener dans les îles et pas n'importe lesquelles. Nous commençons par la Réunion, ce département d'outre-mer français situé dans l'océan Indien qui compte 850 000 habitants. Il cultive son particularisme agricole, son addiction à la canne à sucre qui est une quasi-monoculture vouée à l'exportation. Il épouse bien en cela les problématiques de ces régions très éloignées et très favorisées par l'Union européenne, les fameuses RUP. Explication. Les RUP, c'est l'horrible acronyme des paradisiaques régions ultra-périphériques de l'Europe. C'est l'UE d'outre-mer, mais pas de tous les océans. Les territoires ultramarins des pays européens ne sont pas tous RUP. Bora Bora, pas RUP. Sainte-Hélène, pas RUP. Le Groenland, pas RUP du tout. Être RUP, c'est être dans le club VIP des ultramarins. Les régions ultra-périphériques de l'Europe sont au nombre de 9. Dans l'Atlantique Nord, il y a les îles portugaises de Madère et des Açores. Plus au sud, les îles espagnoles des Canaries. Et dans les Caraïbes, les françaises de Guadeloupe, Martinique et une partie de Saint-Martin. Et en Amérique du Sud, un territoire, la Guyane. Enfin, de l'autre côté du globe, 2 îles françaises, la Réunion et la dernière venue dans le club des RUP, Mayotte. Dans ces territoires, le droit communautaire s'applique, mais avec de nombreuses dérogations. Membres de l'espace Schengen pour certains, pas pour d'autres. TVA ici, beaucoup moins par là. C'est le statut UE à la carte. Car ce sont des régions très choyées. Elles possèdent seulement 4,5 millions d'habitants, soit un peu moins de 1% de la population européenne, mais ce tout petit pourcent a été subventionné à hauteur de 8 milliards d'euros entre 2007 et 2013, soit 4 fois plus de subsides en moyenne par tête que les autres Européens. L'Union européenne s'est engagée à développer ces îles et territoires et à compenser leurs difficultés. Éloignement géographique, handicap naturel, niveau de vie inférieur, prix des denrées élevés liés aux importations ou soutien aux productions locales. L'Europe envoie ses aides et les îles leur cargaison de produits dont les Européens raffolent. Bananes, ananas ou sucre de canne, des produits exotiques made in UE qui coûtent cher. Et pour commencer notre visite de la Réunion, nous sommes avec un premier invité, Philippe Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et vous constatez que le secteur agricole est très important pour cette île. Totalement. L'agriculture à La Réunion est un secteur important. D'abord parce qu'il faut nourrir plus de 800 000 personnes à La Réunion et dans ce cadre sécuriser l'alimentation de cette population. Nous l'assurons déjà grâce à cette agriculture qui a été montée depuis maintenant plus d'une cinquantaine d'années, à peu près à 70%. Et ensuite, parce que, vous l'aurez constaté, parmi de nombreuses îles, l'île de la Réunion appartient à ce groupe rare d'îles où il existe une véritable industrie agroalimentaire, un secteur agro-industriel intégré. Comme dans beaucoup d'autres secteurs économiques, l'Union européenne et les politiques européennes ont été très importantes pour soutenir les secteurs, et en particulier la politique agricole commune, car sans ces aides, sans ces soutiens, sans ces accès au marché, l'agriculture réunionnaise n'aurait pas connu cette diversification et sans doute son existence aurait été remise en cause. Alors nous avons choisi de nous installer au musée Stella Matutina de Saint-Leu, dont le directeur scientifique nous explique tout de suite la philosophie. Le musée Stella Matutina a pour vocation de présenter l'histoire de la Réunion à travers le prisme de l'histoire de la canne et du sucre. À la Réunion, l'implantation de la canne et sa transformation, ce n'est pas qu'une aventure agricole et technique et industrielle, mais c'est aussi, et peut-être même surtout, une aventure humaine. Parce que pour planter et transformer la canne, on a besoin d'une main-d'œuvre nombreuse que l'on va aller chercher à travers l'esclavage, puis à travers l'engagisme, en Europe, en Afrique, à Madagascar, en Inde, en Extrême-Orient. Et c'est cette diversité des populations qui va donner une culture créole unique, qui fait la synthèse de ces différences. Et cette culture créole va être aussi un moteur qui permettra à la population réunionnaise de rebondir à chaque fois qu'elle sera confrontée à une crise économique, à une crise sanitaire majeure. À la fin du XVIIe siècle, l'île Bourbon produit essentiellement des cultures vivrières, puis elle se met à faire des cultures de rendement donc, telles que les épices et surtout le café qui va dominer le XVIIIe siècle et qui va prendre fin au tout début du XIXe siècle
avec les guerres napoléoniennes, mais aussi des événements climatiques et des maladies qui vont toucher le café n'étant plus une culture rentable, il va être remplacé par la canne. L'expansion de la canne et du sucre est telle qu'on va compter jusqu'à 300 usines sur le territoire réunionnais. On voit bien que cette canne à sucre s'est installée dans le paysage et dans l'agriculture de la Réunion de façon très majoritaire. Oui, la canne à sucre occupe aujourd'hui 25 000 hectares de terres agricoles sur une surface agricole de 50 000 hectares. La canne à sucre occupe 6 000 emplois directs au total une population de 11 000 personnes. Et la canne à sucre contribue à peu près à 1% de la valeur ajoutée ou du PIB de la Réunion. Octobre 2017, date fatidique, c'est la fin des quotas sucriers. Est-ce que ça ne va pas déclencher une révolution pour le monde rural, comme ça a été le cas pour la fin des quotas laitiers? C'est clair que cela soulève de nombreuses questions, de nombreuses craintes dans toute la filière. En même temps, on s'aperçoit que les acteurs de la filière ont souvent anticipé cette arrivée. On peut le voir lorsqu'on observe des déclassements de terrain qui ont été opérés, lorsqu'on observe des comportements en termes de replantation et lorsqu'on observe le fait que l'une des craintes, c'est que ce soit chez les producteurs de sucre comme chez les producteurs de canne, que ces champs se transforment vite en béton, soit au profit d'hôtels, soit au profit de maisons, et que c'est peut-être là, finalement, une entame à la dimension environnementale de la canne à sucre. Alors on le comprend bien, en tant que Réunionnais, vous ne voulez pas tellement le bétonnage de ces très belles et très vertes pentes réunionnaises, mais tout de suite, nous allons à la rencontre des industriels et des producteurs de canne à sucre pour découvrir, avec la fin des quotas sucriers, leurs craintes, leurs espoirs aussi. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Johan Baudin. Ludovic termine sa deuxième campagne, dernière coupe dans sa parcelle de canne à sucre. Sur les hauts de Brapanon, son père lui a attribué 2 hectares de terrain pour apprendre le métier. On est obligé de faire la récolte à la main. Les machines, pas possible de récolter à la machine. Le terrain est trop en pente. Par rapport au soleil et tout, il faut il faut être résistant, il faut avoir le courage, surtout, pour pouvoir gagner son petit boucher manger, comme dit Créole. 75% des champs de canne à sucre à La Réunion ne sont pas mécanisables et les exploitations sont de taille modeste, 8 hectares en moyenne. Autant de difficultés pour parvenir à la rentabilité. Ludovic gagne moins que le SMIC. Pour un jeune qui commence à s'installer, qui veut s'installer, surtout en canne à sucre, non, il n'y a pas d'avenir. Par rapport, déjà le foncier, il n'y a plus de foncier pour pouvoir s'installer. La canne, c'est une culture, c'est une tradition, ça, à La Réunion. Il faut essayer de garder ça, continuer ça, et surtout d'aider un peu les planter. Ces 10 dernières années, 1 millier de planteurs ont cessé leur activité. Et avec la fin annoncée des quotas sucriers, le moral s'est encore assombri. Les cours mondiaux ont déjà chuté de plus de 20% l'an passé. Jean-Yves Minacci défend les petites mains de la canne depuis près d'un demi-siècle. Son dernier combat, maintenir un prix d'achat inchangé, près de 40 € la tonne de canne, plus du double des cours. Mais pour cela, Paris va fournir une enveloppe supplémentaire d'aide à la filière. L'État français a demandé l'autorisation à l'Europe pour verser les 38 millions d'euros, pour compenser cette suppression des quotas. Je ne sais pas si c'est temporaire, mais on n'a pas tous les ans à le commander pour demander de verser les 38 millions d'euros. 38 millions promis pour les DOM, dont 28 pour La Réunion, en plus des 70 millions d'euros alloués tous les ans ici par Bruxelles. Sur l'île, la canne à sucre est sous perfusion. 2 usines subsistent, propriété de Tereos. En contrepartie des aides, le géant sucrier s'engage à maintenir des prix fixes pour les planteurs et donc de l'emploi local. 45% des sucreries européennes ont fermé entre 2006 et aujourd'hui. Dans un territoire comme l'Europe, il y a d'autres possibilités de redéploiement. Dans des territoires comme les départements d'outre-mer, avec plus de 20% ou 25% de chômage et 60% des jeunes de moins de 25 ans au chômage, on n'a pas des milliards de possibilités à côté. On a réussi à travailler, à faire reconnaître nos arguments et notre utilité, on peut dire presque sociale. C'est pour ça qu'on bénéficie de ce soutien. 180 millions de tonnes de sucre sont produites dans le monde chaque année, aux 3/4 issues de la canne cultivée dans des pays émergents où Tereos est déjà bien implantée et où les coûts sont bien inférieurs à ceux de La Réunion. L'île produit un petit 200 000 tonnes annuelles, un grain de sucre pour Tereos, mais un gagne-pain pour les planteurs.
Nous recevons maintenant un nouvel invité. Thierry Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national, maire de Saint-Leu, la commune où nous nous trouvons, 33 000 habitants. Est-ce que vos administrés sont inquiets de la fin des quotas sucriers qui va toucher l'industrie de la canne en octobre 2017 ? Écoutez, c'est une certitude. Nous sommes tous très inquiets de ce qui va peut-être se passer. Je dis peut-être parce qu'on espère quand même qu'il y aura un véritable accompagnement, qu'il y aura la possibilité de faire de la diversification, qu'il y aura une volonté de l'Europe, non pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de regarder tous les avantages qui sont autour de la canne. Parce que, pour vous donner quelques chiffres, et qu'il ne faut surtout pas oublier, parce que ça aura des conséquences sur la société réunionnaise catastrophique, alors qu'on est déjà à 35% de chômeurs à l'île de la Réunion. La canne, c'est par exemple aujourd'hui entre 10 et 12% de la production d'électricité à la Réunion. Donc si on est dans l'ère du développement durable, d'économie d'énergie, je pense qu'il y a là moyen d'investir dans ce domaine via l'Europe. Il ne faut pas voir la Réunion comme les autres départements d'outre-mer, comme une charge pour l'Europe. C'est véritablement une chance pour l'Europe parce que ça permet à l'Europe d'être sur l'ensemble des océans au niveau mondial. Alors nous sommes sur les hauteurs de Saint-Leu, dans le jardin botanique Mascarin, qui contient des espèces endémiques. Ça, c'est une autre filière intéressante. Effectivement, sur plusieurs hectares ici, il y a des espèces endémiques. Mais vous savez qu'à La Réunion, les espèces endémiques, il y en a, j'allais dire, des tonnes, ou presque. Il y a aussi une multitude de plantes médicinales à La Réunion. Ça regorge avec beaucoup de vertus. Et l'idée, c'est aussi, dans ce cadre de fin de quotas sucriers, même si j'ai donné mon avis sur la canne et sur ma volonté quand même d'avoir une transition souple et en tout cas adaptée à La Réunion, il y a une filière qu'on pourrait développer avec l'Europe. C'est la pharmacopée locale, c'est de la recherche. Mais la canne à sucre, elle est aussi en concurrence directe avec les betteraves de la métropole qui sont nettement moins chères. C'est vrai que nous sommes dans la mondialisation. Il faut s'adapter. Il ne faut pas voir la canne à La Réunion comme simplement ce petit carré de sucre qu'on va comparer avec le carré de sucre de la betterave. Il y a les sucres spéciaux, mais que vous pouvez trouver nulle part ailleurs. C'est les meilleurs sucres spéciaux au monde, les sucres qui proviennent de la canne à sucre de La Réunion. La betterave, je ne sais pas. Un peu de rhum aussi. Le rhum. Mais le rhum, on pourrait dire qu'il y a la concurrence des Antilles ou d'autres départements d'outre-mer. Alors la fin des quotas sucriers, c'est aussi un enjeu en métropole, en particulier pour les betteraviers. Et notre reporter Anaïs Guérard est allée constater leur réaction un petit peu différente de celle de La Réunion. On regarde. 1000 camions, 23 000 tonnes de betteraves par jour, il n'en faut pas moins pour faire tourner la plus grosse sucrerie au monde. À Conentre, à 130 km à l'est de Paris, de septembre à mi-janvier, l'usine fonctionne à plein régime pour produire 300 000 tonnes de sucre blanc par an. Après avoir eu peur de la fin des quotas sucriers, le géant du sucre y voit aujourd'hui l'opportunité d'augmenter sa production. Il n'y a pas de risque de saturation, en tout cas pour le moment on ne les voit pas. On sait que le marché est quand même très demandeur. La croissance mondiale de la consommation est de l'ordre de 1 à 2% par an et ça ne date pas de l'année dernière. Ça fait 30 ans que ça dure. Fini le plafond des 13,3 millions de tonnes en Europe. L'Union anticipe une augmentation des exportations jusqu'à 2,3 millions de tonnes d'ici 2020. Le numéro 1 français Tereos vise le marché de l'Afrique et de l'Europe de l'Est. Il table sur un quart de production supplémentaire pour 2017. Concrètement, on travaillera toujours 23 000 tonnes par jour, mais au lieu de travailler 100, 110 jours par campagne, on travaillera 130 jours. Toujours plus de productivité. Pour alimenter l'usine, il faudra plus de matières premières. Tereos souhaite une augmentation de l'ordre de 25% de la surface cultivée. Mais du côté des betteraviers abonnés à un système de rotation des cultures, augmenter la surface de production est problématique. Donc je préfère faire des betteraves tous les 5 ans que tous les 3 ans parce qu'il y aura forcément une chute de rendement, un épuisement des sols.
Donc ça sera plus productif. Pour ce producteur, la betterave représente 20% de ses cultures. Pour augmenter sa production, il devrait acquérir de nouvelles terres, un pari cher et périlleux qu'il n'est pas prêt à relever. Et malgré l'engagement de la coopérative pour un prix minimum de 25 € la tonne en 2017 et 2018, il craint d'y laisser des plumes. Ça va pas être facile puisqu'on avait quand même des prix garantis sur la partie sucre, tout au moins. On ne sait pas si ça peut se passer comme pour le lait, par exemple, avec une surproduction et une baisse des cours mondiaux. Lors de la fin des quotas laitiers, les éleveurs ont subi de plein fouet la chute brutale des prix mondiaux. Les betteraviers, eux, espèrent y échapper et continuent de miser sur la polyculture pour se préserver, une pratique encouragée par l'Union européenne. C'est la fin de cette première partie au-dessus des champs de canne de la Réunion. Nous nous envolons pour la seconde partie vers une autre île, non plus dans l'océan Indien, mais dans l'Atlantique. À tout de suite.